par messieurs de la Merveille et Champloret, pour le compte de négociants malouins intéressés par le café du Yémen, que s'établissent les premiers contacts avec Mehmed Ben Déni, sultan de Tadjoura. Un véritable traité d'amitié entre la France et les sultanats de Tadjoura, Gobad et Raïta n'est signé que 156 ans plus tard, le 11 juillet 1862. Il cède à la France le mouillage d'Obok et la plaine côtière qui s'étend du ras Ali au ras d'Ouméra. Le premier gouverneur du territoire d'Obok, le comte Léonce Lagarde, s'installe le 24 juin 1884. Il est accompagné d'un détachement de 25 marsouins, commandé par un sergent de marine provenant du 1er régiment d'infanterie de la marine. À partir de 1890, la relève est assurée par le 5e régiment d'infanterie de la marine, nouvellement créé, régiment qui vit encore aujourd'hui à Djibouti, sous l'appellation de 5e régiment interarmes d'outre-mer. Le cimetière marin d'Obok conserve la mémoire de cette première présence militaire française dans la Corne de l'Afrique. Avec le transfert du siège de l'administration française d'Obok vers Djibouti et son important développement qui voit notamment la construction de la ligne de chemin de fer franco-éthiopien, la présence française se fait plus nombreuse pour répondre aux besoins croissants en matière de sécurité et d'administration territoriale. Une milice indigène est créée en 1897. Elle est encadrée par des officiers de l'infanterie de marine et prend en 1912 l'appellation de garde indigène de la côte française des Somalies. Le capitaine Depuis y est affecté en 1911. Le 1er août 1914, la France mobilise. La guerre est déclarée. Le premier conflit mondial a éclaté. Le jeu des alliances au sein des nations européennes embrasse l'Europe, mais aussi les empires coloniaux. La côte française des Somalies n'échappe pas à la tourmente. La France a besoin d'hommes. Elle recrute dans ses colonies. En août 1915, un premier recrutement enrôle dans les rangs de l'armée française un contingent de travailleurs non armés originaires de Djibouti. 2 compagnies sont constituées et envoyées dans les Dardanelles rejoindre le corps expéditionnaire à Sed Oulbar et à Moudros pour le déchargement des navires. Exposés au feu de l'ennemi, les Somalis réclament en vain des fusils pour se défendre. Ces hommes resteront marqués par cette première expérience frustrante du combat. Un deuxième recrutement est opéré au début de 1916. Le capitaine Depuis, affecté à la garde indigène depuis 1911, en est le principal maître d'œuvre. Les recrues viennent pour l'essentiel de la côte des Somalies et de Madagascar. Successivement, bataillon sénégalais de Madagascar, puis 6e bataillon de marche Somalie, et enfin, 1er bataillon de tirailleurs Somalie. Il se rassemble à Saint-Raphaël le 10 juin 1916. Son effectif est 2700 hommes, 1400 Somalis, 200 Arabes, 75 Comoriens et 25 tirailleurs de diverses ethnies, Abyssins, Galazendou et Soudanais. Au début du mois de juillet 1916, le capitaine Depuis quitte Djibouti et rejoint la France pour prendre le commandement du bataillon. Pour ne pas retomber dans les erreurs de l'année 1915, il rédige aussitôt un rapport pour souligner les qualités guerrières de ces hommes. Le recrutement a été fait dans des conditions spéciales en vue d'opérations de guerre. Tous les tirailleurs sont engagés volontaires et certains, dans l'espérance des combats, ont fait 1 à 2 mois de marche pour rejoindre le centre de recrutement. Tous ces tirailleurs sont de race guerrière. Les conditions imposées aux recrues et acceptées par elles ont été de prendre part à la guerre et les tirailleurs ont prêté le serment coranique de fidélité contre n'importe quel adversaire. Les discussions préliminaires de recrutement ont toutes porté sur la formule d'engagement, les tirailleurs voulant l'assurance formelle qu'ils ne seraient pas trompés comme en août 1915. Le bataillon rejoint la région de Verdun dès le 26 juillet. Employés initialement à la réfection des routes, les Somalis n'acceptent le travail que sur la promesse d'être envoyés au front prochainement. L'attente sera de courte durée. Le premier bataillon de tirailleurs somalis va entrer dans la guerre en participant aux côtés du déjà célèbre régiment d'infanterie coloniale du Maroc et du 43e bataillon de tirailleurs sénégalais à l'un des plus beaux faits d'armes de la Grande Guerre, la reprise du fort de Douaumont. Le général Nivelle, commandant la 2e armée,
veut frapper un grand coup, après les succès défensifs de l'été, et charge le général Mangin de préparer une offensive pour reprendre la ligne des forts et dégager définitivement Verdun. Le secteur gauche est confié au général Guyot de Salins, commandant la 38e division d'infanterie. Ses ordres du 22 octobre sont les suivants. Les 2 compagnies Somalie, sous les ordres du capitaine Depuis, seront placées en tête de la vague d'assaut du régiment d'infanterie coloniale du Maroc. Le 24 octobre 1916, à 5 heures du matin, la 4e compagnie, sous les ordres du capitaine Carbonneau, en tête du 1er bataillon du RICM, rejoint sa base d'assaut à 200 mètres en avant du bastion nord-est du fort. L'heure H est fixée pour 11h40. À 11h39, la 4e compagnie, dans un élan irrésistible, sort d'un bond de la parallèle de départ et, malgré des pertes sérieuses, dépasse les vagues précédentes et participe à la réduction des îlots de résistance ennemis. Faisant de nombreux prisonniers qu'elle remet aux mains des Européens, la vague Somalie continue la poursuite. Le brouillard intense et le mélange des unités séparent le peloton Somalie du peloton arabe, mais la marche sur le deuxième objectif est reprise sous les bombardements violents. Des abris sont nettoyés à la grenade à la corne sud-est de Douaumont. Le fort est dépassé et la compagnie s'établit à 300 mètres au nord du bastion nord-est du fort, sous le feu des mitrailleuses allemandes. Dans cette phase, les tirailleurs somalis ont montré un courage et une endurance exceptionnels, malgré le marmitage intensif de gros calibres et les feux de mitrailleuses. Ils ont bravement nettoyé à la grenade les abris désignés et ont organisé la nouvelle position, malgré une fatigue extrême, après une marche des plus pénibles dans les trous d'obus, sous la pluie, dans la boue, le froid et le brouillard. Les tirailleurs, en arrivant sur le dernier objectif, étaient tous plus ou moins blessés ou contusionnés. À la tête de ces tirailleurs, le capitaine Depuis, blessé à 3 reprises en moins de 4 heures, conduit l'assaut du fort de Douaumont jusqu'au bout et n'accepte de se laisser évacuer que la 2e position atteinte, après que l'ordre lui en soit donné. Sa conduite lui vaut cette citation à l'ordre de l'armée. Le général commandant la 2e armée cite à l'ordre de l'armée le capitaine Depuis du bataillon Somalie du régiment colonial du Maroc. Il est venu volontairement participer à l'attaque du 24 octobre 1916 pour enflammer l'ardeur des Somalis de son bataillon marchant avec d'autres unités. A été blessé au moment de l'assaut, a refusé de se faire évacuer et a accompagné le chef de bataillon jusqu'à la 2e position. N'est parti que sur l'ordre qui lui en fut donné, ayant le bras paralysé. Signé Nivelle. La 2e compagnie du bataillon, commandée par le capitaine Beaufrère, reçoit l'ordre de se porter en avant et à la suite du 8e bataillon du RICR. La mission lui en est ainsi définie par le colonel Régnier, commandant le régiment. Tenir la parallèle de départ française et la première ligne allemande, quelles que soient les circonstances. Les réunir par 2 boyaux. Se tenir à la disposition du commandement pour le nettoyage du terrain en avant. Elle mène des combats acharnés toute la journée du 24. À 22 heures, elle est placée aux ordres du chef de bataillon Moda, commandant le 4e bataillon du RICM, et reçoit la mission de nettoyer la brigade 320, où sont signalés plus de 200 Allemands. Grâce à leur ardeur et à leur courage, les Somalis remplissent parfaitement leur mission et font prisonniers 4 officiers, un médecin-major, 146 soldats valides et 40 blessés ou malades allemands. 7 mitrailleuses intactes et un matériel important sont récupérés. Après ces rudes combats, le général Nivelle rédige le bulletin de victoire suivant. Officiers, sous-officiers et soldats du groupement Mangin, en quelques heures d'un assaut magnifique, vous avez enlevé d'un seul coup à notre puissant ennemi le terrain qu'il avait hérissé d'obstacles et de forteresses, qu'il avait mis 8 mois à arracher par lambeaux, au prix d'efforts acharnés et de sacrifices considérables. Vous avez ajouté de nouvelles et éclatantes gloires à celles de vos drapeaux. Au nom de l'armée de Verdun, je vous en remercie. Vous avez bien mérité de la patrie. Au cours de cette seule journée du 24,
le bataillon obtient 54 citations. Le RICM, auquel sont rattachés les 2e et 4e compagnies, est cité à l'ordre de l'armée par un décret du 13 novembre 1916. Le 24 octobre 1916, renforcé du 43e bataillon de tirailleurs sénégalais et de 2 compagnies somalies, a enlevé d'un admirable élan les premières tranchées allemandes. A progressé ensuite, sous l'énergique commandement du colonel Régnier, brisant les résistances successives de l'ennemi sur une profondeur de 2 kilomètres. A inscrit une page glorieuse à son histoire en s'emparant dans un assaut irrésistible du fort de Douaumont et en conservant sa conquête malgré les contre-attaques de l'ennemi. Ainsi, dès leur premier engagement, les tirailleurs somalis sont entrés dans la légende. Sur la soie de leur fanion figure le nom de Douaumont. Leur attitude au feu et leur bravoure valent à leur bataillon d'être pleinement reconnus comme une unité combattante de premier ordre. Le 21 novembre 1916, le commandement du bataillon est confié au commandant Boué, qui succède au capitaine Depuis, lequel rejoint de nouveau Djibouti comme chef de mission de recrutement. Après une période d'instruction intensive, il est de nouveau engagé avec le RICM dès le printemps 1917. Le 3 mai, il rejoint la 21e division d'infanterie pour prendre part à l'attaque du chemin des Dames. Engagé les 5 et 6 mai dans une opération de nettoyage entre Cerny-en-Launois et Aile, il perd 55 tués, 124 blessés et 65 disparus. Ces combats lui valent 2 nouvelles inscriptions sur son fanion et une citation à l'ordre de la 21e division. Sous l'impulsion vigoureuse de son chef, le commandant Boué, lors de l'offensive du 5 mai, a fait preuve d'un courage et d'un entrain remarquables, nettoyant des abris formidablement organisés, sans se laisser arrêter par la vive résistance des Allemands, et coopérant ainsi de la façon la plus efficace au succès de la division. Signé Général Dauvin, commandant la 21e division d'infanterie. Après ce succès, le 1er bataillon de tirailleurs somalis rejoint la région de Fizm. Le commandement ayant décidé de mettre Soissons à l'abri des entreprises allemandes, il est encore fait appel au RICM et au 1er bataillon de tirailleurs somalis pour conquérir les formidables positions qui protègent le fort de la Malmaison. Pour cette offensive, chaque bataillon du régiment d'infanterie coloniale du Maroc est renforcé d'une compagnie somalie. Le commandant Boué reçoit pour l'occasion le commandement de 10 unités de mitrailleuses pour assurer l'appui de l'assaut. Le 1er bataillon de tirailleurs somalis s'illustre à nouveau magnifiquement et reçoit sa première citation à l'ordre de la 6e armée. Le 1er bataillon de tirailleurs somalis, sous le commandement du chef de bataillon Boué, a participé le 23 octobre 1917 aux attaques des bataillons du régiment d'infanterie coloniale du Maroc, entre lesquels il était réparti, a rivalisé d'ardeur avec eux et triomphé dans les mêmes luttes glorieuses. Signé Général Mestre, commandant la 6e armée. L'année 1918 voit le 1er bataillon de tirailleurs somalis engagé une 3e fois aux côtés du régiment d'infanterie coloniale du Maroc dans la région du Mont de Choisy du 30 mai au 2 juin. Tenant le mont en l'embranchement des routes menant de Cutz à Noyon et Carlepont, il repousse toutes les attaques allemandes et notamment celle du 2 juin, la plus puissante et d'une rare violence. Lorsque le 4 juin, il reçoit l'ordre de repli, il ne compte plus que 200 hommes valides. Le 28 octobre 1918, le général Pétain, commandant en chef des armées françaises du Nord et du Nord-Est, cite à l'ordre de l'armée le 1er bataillon de tirailleurs somalis. Bataillon indigène à l'esprit guerrier, sous l'énergique commandement du chef de bataillon Boué, s'est fait remarquer dans maints combats par son entrain, sa bravoure et son esprit de sacrifice. Du 30 mai au 4 juin, a lutté sans répit, au prix de pertes nombreuses, sur une position très difficile et a réussi à arrêter l'ennemi. Récemment, a fait preuve de belles qualités manœuvrières et d'une ardeur extrême dans la poursuite de l'ennemi. Cette 2e citation à l'ordre de l'armée permet au bataillon de se voir attribuer par le même général Pétain, le même jour, la fourragère aux couleurs du ruban de la Croix de guerre.
Au cours de l'été 1918, le bataillon sera à nouveau engagé à plusieurs reprises dans l'Oise, à Lompont et Parsitigny en juillet, où la deuxième compagnie sera encore citée à l'ordre du régiment. Puis à Ourskamp et Sampigny en août, où il sera proposé pour une troisième citation à l'ordre de l'armée, qui ne sera pas retenue. Le bilan du premier bataillon de tirailleurs somalis est des plus brillants, avec une proportion de récompenses très supérieure à la grande majorité des régiments français. Pour 2000 Somalis engagés en 2 ans de guerre, le bataillon totalisera, outre les récompenses collectives déjà évoquées, 9 légions d'honneur, 35 médailles militaires et 1160 citations avec attribution de la croix de guerre, dont 11 à l'ordre de l'armée. Mais il aura aussi payé un lourd tribut, avec 383 tirailleurs morts sur la terre de France et 1035 blessés. La guerre terminée, le premier bataillon de tirailleurs somalis rentre à Djibouti, où il est dissous. Il ne subsiste plus qu'une compagnie qui est envoyée à Madagascar. Cette unité, débarquée à Tamatave en 1919, tient d'abord garnison à Tananarive et participe à des opérations de police où elle se distingue à plusieurs reprises. Cette compagnie, devenue 7e compagnie du 2e bataillon du 1er régiment de marche de Madagascar, est finalement dissoute en 1932. En 1933, une compagnie de tirailleurs somalis est reconstituée à Djibouti en faisant appel aux anciens gradés et tirailleurs ainsi qu'aux recrues volontaires. Elle conserve le patrimoine de tradition du bataillon somali de la Grande Guerre. Cette unité, stationnée initialement à Djibouti, est envoyée à Dikil après l'incident sanglant qui coûta la vie à l'administrateur Bernard en 1935. De 1935 à 1939, les forces stationnées en côte française des Somalies représentent 10 000 hommes, dont 1 500 Européens, 6 500 Sénégalais et Malgaches, et 2 000 Somalis, répartis en plusieurs formations. Le régiment sénégalais de la côte française des Somalies, le premier bataillon de marche de tirailleurs sénégalais, la milice de la côte française des Somalies, 2 pelotons méharistes créés en 1928, la batterie d'artillerie coloniale de la côte française des Somalies. Ces unités ont pour mission la défense du territoire contre toute attaque du corps expéditionnaire italien, stationné en Éthiopie, 60 000 hommes. Après l'armistice, la compagnie somalie est dissoute. Tirailleurs et gradés sont alors versés, les uns dans l'aviation, les autres dans la milice. Un certain nombre d'entre eux sont mis en congé libérable et rendus à la vie civile. Djibouti est alors soumis à un blocus britannique afin d'empêcher tout ravitaillement des forces italiennes. Celui-ci dure jusqu'au 29 décembre 1942, date à laquelle les forces françaises libres prennent le contrôle de la côte française des Somalies. Le 1er janvier 1943, le détachement des forces françaises libres de la côte française des Somalies prend le nom de bataillon somali de souveraineté. Le 16 mai, ce bataillon donne naissance à un bataillon de marche somali qui revendique aussitôt l'héritage du premier bataillon de tirailleurs somalis de la Grande Guerre. Le 26 août 1944, avant d'embarquer à destination de l'Afrique du Nord, il reçoit solennellement, au cours d'une cérémonie militaire, le fanion tricolore du bataillon de la Grande Guerre. Il débarque à Alger le 8 septembre et est dirigé vers Sousse, en Tunisie. Le 25 octobre, le chef de bataillon Metzman prend le commandement du bataillon de marche Somalie. Après, nous sommes partis sur la route, sur la mer. Des fois, ça sonnait le sirène d'alerte, oui. Alors, on laissait les tenues avec les ceintures sauvetage à haut, l'exercice. Mais on croyait que c'est vrai aussi des fois, vous voyez. Mais c'était l'exercice. Mais à un moment donné, nous sommes sortis vers le Méditerranée. Il paraît qu'il y avait des sous-marins allemands, vous voyez, qui étaient avertis. Et on avait beaucoup de peur, vous voyez, pour ça, là. Parce que quand on est en mer, c'est pas bon. À terre, c'est bon, vous voyez. Nous sommes dirigés vers l'Alger. On débarquait à Alger. Après, nous sommes partis sur la Tunisie, vous voyez. Là, on a rejoint avec le deuxième compagnie qui était avant nous, là. On a resté là-bas presque 6 mois peut-être. Toute la nuit, on faisait le manœuvre.
Après un séjour de 5 mois en Afrique du Nord, pendant lesquels le bataillon est entièrement équipé, il est acheminé à Marseille et arrive à Antibes le 26 février pour compléter, avec le bataillon de marche numéro 14 et le bataillon de marche numéro 15, déjà sur place, le régiment d'Afrique équatoriale française et Somalie, commandé par le colonel Kando. Composé de 3 bataillons ayant chacun formé corps, ce régiment ressemble plus à une demi-brigade qu'à un corps de troupes ordinaire. Il se voit confier le drapeau du 57e régiment d'infanterie coloniale. Pressé d'en découdre, il obtient, par un ordre signé de la main même du général de Gaulle, le 12 mars 1944, d'être engagé sur le front de l'Atlantique pour participer à la réduction de la poche de Royan. Affecté à la brigade de marche du Médoc, elle-même rattachée à l'armée de l'Atlantique, commandée par le général Delarmina, le bataillon prend part au combat de la Pointe du Grave et à la libération de Soulac. Démuni de tout moyen de transmission, privé de vivres à l'exception de quelques conserves de viande séchée stockées depuis Djibouti, dépourvu de moyens de transport, hormis une vieille 402, un camion gazogène, quelques charrettes à bras et un vélo, qui n'avaient plus de chambre à air, les Somalis partent au combat dans des conditions particulièrement difficiles. Après avoir relevé 2 bataillons des forces françaises de l'intérieur, il prend position face au village du Goua, en bordure au sud des marais de la Perge que l'ennemi a inondés. Celui-ci est en face, dans le village, à 300 mètres à peine du nord de la ligne des postes du bataillon. Le 12 avril, le commandement décide de mener une attaque décisive vers Soulac. Pour ce faire, il doit impérativement établir une tête de pont au nord des marais. Fortement impressionné par l'allant et l'endurance des tirailleurs, l'état-major de la brigade de marche du Médoc n'hésite pas à confier au bataillon l'effort principal. Le chef d'état-major s'adresse au chef de bataillon Benzman. L'effort principal se fera au centre de l'axe de la route de Bordeaux à Soulac. Il faudra pousser dur et manœuvrer. Ce sont donc vos lévriers qui fonceront. Le 15 avril à 5 heures, la première vague d'assaut constituée de la 3e compagnie du capitaine Périquet se met en place. Lancée à 6h45, il lui faut 1 heure pour traverser le marais et prendre pied sur la berge ennemie. Très vite, le contact avec la 3 est perdu. Il faudra attendre 16 heures pour apprendre les succès remportés par les hommes du capitaine Périquet. Enlèvement d'assaut des 3 blocos de la Gravette, la reddition du village de Le Trieux et la capture de 53 prisonniers. Pendant ce temps, la 2e compagnie du lieutenant Néran, engagée derrière la 3, est prise sous de violents tirs de mortier. Elle subit de lourdes pertes. À 14h30, elle est stoppée. Il ne lui reste que 70 hommes valides. Quelques heures plus tard, elle relance son action. Réduit au silence 2 armes automatiques, fait 14 prisonniers et déclenche le repli des derniers défenseurs du Goua. L'opération est un succès, mais le bilan est lourd. 17 tués, 43 blessés, 80 prisonniers. 5 heures du soir, vers 17 heures, il a été debout. Ah, on va le faire attaque demain. Le régiment équatorial français et somali qui va passer premier. C'est notre bataillon marche qui passe le premier pour traverser le marais. C'est notre compagnie qui va passer premier, il dit. Alors, il faut bien faire. Il faut, comme le Fosayel, dès 18, 14, 18, ce qu'ils ont fait là, ils ont fait ça et ça et ça, il faut faire ça. Il faut faire bonne attaque, bonne opération tactique, et puis vite, bref, vite. Mais toute la nuit, on n'a pas dormi. On préparait les armes, il y en a qui ont bu peur quand même, on préparait les armes, on a engagé les cartouches. Vers 4 heures du matin, ils ont mis des Zodiacs, vous voyez, Zodiac à bord du marais. Alors, chaque Zodiac, il y a 3, non 4, qui montent avec un FM. Fusil-maîtrise 24, 29. Cela, cette arme-là, il marchait bien, là, ça marche bien. Alors, on s'est mis, et l'armée, notre armée tirait sur l'ennemi. Et nous, on marchait dans l'eau comme ça. Quand nous sommes arrivés à peu près 40 mètres de l'autre bord, il a ouvert
sont automatiques. Là, on n'a pas pu rester parce qu'on a sauté. On a sauté, alors on a tiré, on a fait les grenades. Brou, bas, brou, bas. Quand même, on a soulevé les avant-postes allemands. Et quand nous sommes arrivés à bord derrière, à bord de vagues de barrage, qu'est-ce qu'il a fait? Il a flanqué l'arme lourde sur le marais, vous voyez, pour nous couper en deux. Alors nous, on restait isolés après. Tu sais, de 5h du matin, de 4, 6h du matin jusqu'à 16h de l'après-midi. Après avoir été recomplété en vivres et en munitions, le bataillon est à nouveau engagé le 18 avril pour la libération de Soulac. Combattant 4 heures durant dans la vase et dans l'eau jusqu'au cou, les compagnies enlèvent leurs objectifs et s'installent en défensive au-delà du réduit de Soulac. De nouvelles pertes s'ajoutent à celles des jours précédents, portant le bilan total à 34 tués et 90 blessés. Le chef de bataillon Benzmann conclut son rapport d'opération par ces mots. L'ardeur des hommes au combat a été magnifique. Le Somalie ne craint pas le feu d'infanterie, supporte correctement le tir d'artillerie et ne se laisse pas affecter par les pertes au cours du combat. Le 22 avril, au cours d'une prise d'armes qui rassemble des éléments de toutes les formations ayant participé au combat de la Pointe de Grave, le général de Gaulle accroche lui-même une palme au fanion du bataillon, à côté de celle qui rappelle l'héroïsme montré au cours de la dernière guerre par le 1er bataillon de tirailleurs Somalie. La croix de guerre 1939-1945 est accompagnée de la citation suivante. Bataillon qui, sous le commandement calme et énergique du chef de bataillon de Benzmann, a par sa valeur, sa bravoure et son opiniâtreté, réussit le 15 avril 1945 le franchissement de vive force, sous le tir violent et ajusté de l'ennemi, de la ligne d'eau du Gois large de plus de 400 mètres. Par son habile manœuvre, a fait tomber les défenses ennemies du Gois. Dans la journée du 18 avril, a bousculé l'ennemi sur les fortes positions d'un fossé anti-char et d'un seul élan a enlevé le village de Vieux-Soulac ainsi que l'ensemble très fortement bétonné et vigoureusement défendu des ouvrages constituant le poste de commandement de la forteresse ennemie de la Pointe de Grave. Au cours des 2 journées de combat, a fait 300 prisonniers. Le bataillon bénéficiera d'une 2e citation à l'ordre de la division, décernée à la brigade de marche Médoc par le général Delarmina. Commandé par le colonel de Miret, qui en a été simultanément l'âme, le chef tactique et l'entraîneur à la Pointe de Grave, a mené pendant 7 jours dans la Pointe de Grave du 14 avril au 20 avril un combat exceptionnellement dur contre un ennemi enragé à se défendre, allant jusqu'à se faire sauter plutôt que de se rendre, très fortement armé et appuyé sur des ouvrages cuirassés à toute épreuve, couvert par un terrain d'inondation dont les passes étroites étaient littéralement bourrées de mines. A tué 947 Allemands, pris 100 ouvrages bétonnés et 90 pièces de canon, fait 330 prisonniers. Fait d'armes qui méritent de prendre rang dans les annales de cette guerre. La présente citation comporte le droit au port de la croix de guerre avec étoile d'argent, au drapeau, étendard et fanion des formations de la brigade. À ces 2 citations s'ajoutent les récompenses individuelles. 2 légions d'honneur, 7 médailles militaires, une vingtaine de citations. Le 14 juillet 1945, le bataillon de marche Somalie défile à travers les rues de Bordeaux. Les Bordelais lui font une ovation indescriptible, saluant en eux les libérateurs de la Pointe du Grave. Le 8 mai, c'était annoncé les sirènes. Minuit, c'était l'arrêt de guerre en Europe. Notre compagnie était désignée pour faire la libération de la Rochelle, de Filet. On a marché à pied de minuit jusqu'à 16h de l'après-midi, 18h de l'après-midi. L'autre marché à pied. Tous les types qui sont plus de 40 ans sont restés sur la route. Alors nous, les jeunes seulement, notre capitaine aussi c'était un jeune, oui, formidable. On est parti, on a fait le défilé de 18h
dans le grand brasse de La Rochelle, la libération, le défilé de la libération. Après, on s'est installé dans le banlieue de La Rochelle, là où les Allemands, en position des Allemands, pour compter les armes, tout ça là, et puis on restait presque un mois, vous voyez. 14 juillet, nous sommes revenus sur Bordeaux. On a défilé le 14 juillet à Bordeaux. Le peuple bordelais nous a applaudi parce que voilà le libérateur de la bande graphe. On a été applaudis. Le 1er août 1945, le régiment d'Afrique équatoriale et Somalie est dissous. Le bataillon reprend son autonomie. Par détachements successifs jusqu'au début de l'été 1946, les Somalis sont rapatriés à Djibouti. Le bataillon est dissous le 25 juin 1946. Intelligents, robustes malgré leur sveltesse, turbulents mais disciplinés, ardents et courageux, fiers de leur chéchia qu'ils portaient très haut et pincé sur le côté, fiers de leur bataillon et de leur fanion qu'ils aimaient et respectaient à l'égal d'un drapeau, les warias du bataillon de marche Somalie se sont montrés dignes des tirailleurs somalis de la Grande Guerre. À l'image de ce qui avait été fait après la Grande Guerre, lors de la dissolution du premier bataillon, les traditions des tirailleurs somalis sont léguées à une compagnie dite Compagnie de tradition somalie, qui est créée en juillet 1946 et envoyée à Madagascar en 1947. Cette compagnie hérite naturellement du fanion des deux bataillons somalis. Elle sera dissoute en 1959. En 1947, l'ordre arrive sur Madagascar. Là, on a fait les révoltes. On n'a pas voulu. En disant que nous, on n'a pas le même droit qu'Européens. Pourquoi on va? Nous, on est soldats chez nous, mais on ne va pas ailleurs. C'était transmis à l'Assemblée française là-bas. C'était adopté le même tenue, le même service, le même grade avec les Européens. Comme ça, nous ont donné les décisions. Nous sommes partis après Madagascar. Vous voyez? Alors, Madagascar, on a eu beaucoup de bennes là-bas. Il n'y a pas de camion, il n'y a rien. Arrivé Tamataf, débarqué Tamataf, c'est fini en brousse, marche à brousse. Sur la région nord, là, c'était beaucoup de rébellions là-bas. Alors que la compagnie de tradition somalie s'illustre à Madagascar, les forces se reconstituent à Djibouti. Plusieurs unités cohabitent. D'abord, le groupement semi-motorisé de la côte française des Somalies, qui deviendra le 6e groupement semi-motorisé, avant de donner naissance, d'une part, au 57e régiment interarmes d'outre-mer, qui reprendra le drapeau du 57e régiment d'infanterie coloniale, confié, en 1944, au régiment d'Afrique équatoriale et Somalie, et, d'autre part, au 6e régiment d'artillerie de marine. En 1969, le 57e RIAOM change de nom pour devenir le 5e régiment interarmes d'outre-mer d'aujourd'hui. Le 6e bataillon de commandement et des services, qui deviendra le 10e bataillon de commandement et des services, lui-même dissous en 1998. La milice de la côte française des Somalies, qui devient milice du territoire français des Afars et des Issa en 1967, puis groupement nomade autonome en 1972. Cette unité donnera naissance à l'indépendance au groupement commando des frontières de l'armée djiboutienne. Aujourd'hui, en 2000, les forces françaises stationnées à Djibouti représentent quelques 2800 hommes des trois armées et de la gendarmerie. Ainsi, aux côtés du 5e RIAOM, la 13e demi-brigade de légion étrangère implantée à Djibouti depuis 1962. Le détachement R-188, colonel Massard. Le détachement de l'aviation légère de l'armée de terre. L'unité marine. Un commando marine représenté actuellement par le commando Trépel. Et un détachement prévôtal. Lorsque le territoire des Afars et des Issa accède à l'indépendance le 27 juin 1977 et devient la République de Djibouti, des accords de défense sont signés entre la France et la jeune République. Ils maintiennent sur le sol djiboutien un important contingent de forces françaises, prêtes à s'engager aux côtés des forces armées djiboutiennes pour la défense du territoire de la République.
Les liens entre nos deux armées sont étroits et profonds. Ils puisent leurs racines dans l'histoire, et en particulier du souvenir de ceux qui, à l'appel de la patrie en danger, n'ont pas hésité à offrir leur courage et leur vie. Parmi ces hommes courageux, les tirailleurs somalis tiennent une place d'honneur. La perpétuation du souvenir de leurs actions d'éclat a été confiée au 5e régiment interarmes d'outre-mer, dont le drapeau reçoit officiellement, en 1970, l'honneur de porter 5 inscriptions rappelant les faits d'armes des tirailleurs somalis de la Grande Guerre. Verdun-Douaumont, 1916. La Malmaison, 1917. L'Aisne, 1917-1918. La Marne, 1918. Et Noyon, 1918. Sa cravate porte les décorations et la fourragère décernées au bataillon en 1916-1918 et en 1945. Dernier témoignage matérialisant le souvenir des tirailleurs somalis, la ceinture rouge portée par les marsouins du 5e RIAOM rappelle de celle portée alors par les troupes indigènes. Laissons le dernier mot au général Delarmina, qui eut l'honneur d'avoir le bataillon de marche Somalie sous ses ordres en 1945. Il s'exprimait en ces termes lors de l'inauguration du monument élevé à Quds le 9 novembre 1961, en hommage aux Somalis tombés au champ d'honneur au cours des 2 guerres mondiales. Ce monument, s'il est modeste, est hautement significatif. Le passant qui traversera ce carrefour aura l'œil attiré par l'encre de marine. S'approchant, il lira que par 2 fois des hommes différents de nous par la race et la religion, mais tout proches par le cœur, seront venus de l'extrémité de la mer Rouge, des sables semi-désertiques, pour donner leur sang en défendant un idéal de civilisation humain et libéral. Ici est inscrit un titre de noblesse qui honore grandement les Somalis, et aussi la France, qui fut digne d'inspirer de tels dévouements. Que ce monument soit le témoin d'un attachement réciproque et durable entre nos 2 peuples. La cérémonie de ce soir s'inscrit dans le prolongement de ces paroles prophétiques d'un homme qui connaissait la valeur des nomades de la Corne de l'Afrique. Gloire à nos anciens du bataillon Somalie. Monsieur le député. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le député, mon général, mesdames et messieurs les représentants des organismes internationaux, mesdames et messieurs, honorables invités. C'est avec une grande fierté que je participe à l'inauguration de cette exposition consacrée au bataillon Somalie. En ma présence ici, je tiens à témoigner de l'intérêt vivace et sans cesse croissant que le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh et son gouvernement portent à cette partie de notre histoire, que le peuple tunisien partage avec la France, qui, hélas,